Bonsoir et bienvenue à cette conférence virtuelle sur le racisme systémique dans les arts et la culture. Je m'appelle Marisa Berry-Mendez, je suis responsable des campagnes ici chez Amnesty International. Cette conférence virtuelle est la 8e et dernière dans une série mensuelle entamée en octobre passé portant sur divers enjeux reliés au racisme systémique. Depuis octobre passé, nous entendons des experts et expertes et des militants et militantes contre le racisme et nous apprenons comment le racisme systémique se manifeste dans notre société. Il y a des noms qui apparaissent d'un webinaire à l'autre dans la liste de participants, donc je sais qu'il y en a parmi vous qui sont souvent avec nous. Merci, merci de nous avoir suivis pendant toute cette série. Je tiens à mentionner que je me joins à vous à partir de Tiohtià:ke ou Montréal, où sont situés les bureaux d'Amnesty International Canada francophone. Je voudrais reconnaître que nos bureaux sont situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nombre d'entre nous sommes virtuellement réunis aujourd'hui. Tiohtià:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Et c'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Je sais que nous comptons parmi nous des participants et participantes de partout au Québec et même au-delà. Donc, je vous invite maintenant à partager dans le chat de quel territoire vous vous joignez à nous. Et si jamais vous n'êtes pas certaine sur quel territoire vous êtes situé, je vous invite à consulter l'outil de cartographie nativeland.ca que ma collègue Anna va partager dans le chat. C'est un outil très intéressant. Donc, je vais, avant de passer la parole à notre animatrice et nos panélistes pour la soirée, je vais vous présenter le déroulement de la soirée. Je vais poursuivre en faisant le point sur quelques détails techniques par rapport à notre plateforme Zoom. Ensuite, je vous présenterai notre animatrice qui animera une discussion de table ronde sur notre thématique. Et juste pour dire, en fait, Anna, on ne voit pas les diapos en plein écran. Et à la fin, il y aura du temps pour une bonne période de questions. Donc, les détails techniques, j'aimerais en fait, Anna, si tu peux repartager le diapo parce que j'en ai besoin. Voilà, merci beaucoup. Avançons aux prochaines diapos. Donc, vous aurez constaté que votre microphone est désactivé. C'est pour une meilleure audibilité des panélistes et de l'animatrice. Vous pouvez converser avec les animatrices et les participants et participantes via le chat en tout temps. Et si vous avez des questions qui sont pour les conférenciers et conférencières, on vous demande de les mettre dans la boîte questions-réponses plutôt que le chat. Et finalement, si vous tweetez en direct du webinaire, n'oubliez surtout pas de nous identifier. Nous sommes très chanceux d'avoir avec nous ce soir une animatrice invitée. Youla Pompilus-Touré est première conseillère en communication, diversité et inclusion chez CBC Radio-Canada. Au cours de sa carrière, elle s'est spécialisée en communication, en gestion de projets et en développement de programmes visant à mettre les préoccupations des groupes fragilisés au cœur des processus de gestion. Elle a été membre de la Commission sur le racisme et la discrimination systémique à Montréal et vice-présidente du Conseil des Montréalaises, une instance consultative auprès de la Ville de Montréal en matière de conditions féminines. Elle est également membre du conseil d'administration de Relais Femmes, un organisme de concertation féministe intersectionnelle qui œuvre à la transformation des rapports sociaux. Donc, merci beaucoup, Youla, d'être parmi nous ce soir. Et sans plus tarder, je passe la parole à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marisa. Ça fait plaisir d'être avec vous ce soir. Comme Marisa le mentionnait, un des objectifs du
du webinaire, c'est de s'interroger sur la façon dont les pratiques discriminatoires s'introduisent dans le milieu de la culture, s'interroger aussi sur l'expérience des artistes autochtones et racisés, s'interroger aussi sur les liens entre le racisme systémique, entre la création, la diffusion et la consommation de contenu culturel, avec trois panélistes extraordinaires que je m'apprête à présenter. Donc, nous avons Daisy Boustany, qui agit en expertise conseil sur des projets de développement culturel, de politique publique et de concertation, notamment au regard des enjeux d'inclusion, d'équité et d'accessibilité. À travers ses expériences et ses réalisations professionnelles, elle a occupé des postes en recherche et développement stratégique dans le secteur culturel pour ensuite travailler comme conseillère politique. Elle travaille avec différents organismes et institutions régionales, nationales ainsi qu'internationales. Merci d'être avec nous, Daisy. Ensuite, il y a Diego Briceño, qui est un producteur média et consultant en diversité, équité et inclusion colombo-canadien, qui a plus de 20 ans d'expérience dans les industries du cinéma, de la télévision et des médias numériques, tant au Canada que dans l'Amérique latine et en Europe. Par l'intermédiaire de sa maison de production Cuiba Media, il se spécialise dans la coproduction de projets transmédia sur l'art, l'environnement, ainsi que sur les dynamiques de pouvoir pour le marché international. Il est également cofondateur de Maquila, une plateforme d'incubation médiatique à but non lucratif, et co-créateur de Cuban Hat, un concours de pitching présenté sur de nombreux marchés des médias à travers le monde. Également, il siège au conseil d'administration de la Fondation Altercini, qui apporte du financement aux réalisateurs et réalisatrices de documentaires dans les pays du Sud. Et il occupe actuellement le poste de responsable de programme d'équité, d'inclusion et d'inclusion au Fonds des médias du Canada. Bienvenue, Diego. Et la dernière panéliste, mais non la moindre, nous avons avec nous Stéphanie Germain, qui s'engage au sein de diverses organisations culturelles et communautaires depuis plus de 10 ans. Reconnue à titre d'animatrice et médiatrice culturelle, d'intervenante jeunesse ainsi que d'organisatrice communautaire, son parcours professionnel et militant témoigne d'une volonté de lutter contre toutes les formes d'inégalité parce qu'elle croit que tant qu'il y aura des inégalités, il y aura des injustices. Au cours de la dernière année, Stéphanie s'est démarquée par une présence médiatique accrue sur les sujets d'actualité entourant les luttes antiracistes et le mouvement Black Lives Matter. Par la coordination de la mobilisation citoyenne Les Anges Gardiens du Hood, qui ont offert de l'information sur la COVID-19 et du matériel sanitaire gratuitement aux citoyennes et citoyens de Montréal-Nord, ainsi qu'à la barre de Hoodstock, qui, par son humour intelligent, a su amener un petit peu de joie sur nos écrans. Donc, bonsoir Stéphanie. Merci d'être avec nous. Donc, excellent. Donc, ce soir, comme je disais, nous avons trois panélistes qui vont nous amener des perspectives intéressantes parce qu'ils et elles se situent à différentes intersections du milieu culturel, que ce soit en dehors et faisant de la médiation, en dehors d'une grande institution ou à cheval en tant que consultante externe. Donc, leurs trois perspectives sauront nous enrichir. Et ce que je voulais dire, c'est que ce soir, il n'y a pas d'obligation d'être d'accord. Donc, c'est vraiment une soirée pour avoir un dialogue, pour avoir des échanges et pour mieux comprendre et creuser la question. Donc, sautons à pieds joints dans cette discussion, dans cette table ronde, pour essayer de mettre en place, donc nous avons une soirée sur le racisme systémique et le milieu de la culture et des arts. Mais quel est ce système quand on parle de racisme systémique? Donc, il y a tout un système lié à la création de contenu, à la pratique artistique, à sa commercialisation, donc du créateur ou de la créatrice jusqu'à la production de produits finaux tels un livre jeunesse, un balado, une série télévision, un jeu vidéo, une pièce de théâtre, une exposition dans un musée d'envergure. Il y a tout un système de financement à différents paliers de gouvernement. Il y a des structures administratives, il y a une multitude de lieux de prise de décision. Donc, pour mieux mettre la table, peut-être que je commencerai par Daisy. Pouvez-vous nous aider à décortiquer un peu la démarche justement de l'idée jusqu'au produit final du point de vue de l'artiste, essayer de parler un peu de ce système de pratique artistique ou de la commercialisation de l'art? Merci, Yulia.
c'est un grand sujet, donc je vais essayer de faire ça assez brièvement, mais c'est sûr que tu as déjà nommé plusieurs choses. C'est un système complexe, puis c'est sûr qu'il y a différents aspects à prendre en compte dans la trajectoire, si on veut, d'un artiste, d'une organisation qui veut pouvoir pratiquer son art ou des projets culturels. Il y a plusieurs choses à prendre en compte, mais tout ce système-là, peu importe là, si on parle peu importe le palier de gouvernement qu'il y a pour chacun, disons, son bras de financement en art et en culture, tout ce système est basé un peu sur cette notion de reconnaissance, en fait. Donc, que ce soit pour un organisme ou un artiste, l'idée, c'est vraiment que chaque palier de gouvernement a son bras de financement qui fonctionne avec ses propres enveloppes d'argent, avec ses propres orientations stratégiques, avec ses modes de fonctionnement aussi. Puis là, on parle autant du fédéral, du provincial, du municipal. Ça, c'est évidemment l'argent public. On ne parle pas d'argent privé dans cette idée-là. Alors, à partir de là, c'est sûr que, comme on le disait, comme artiste ou comme organisme, évidemment, les interlocuteurs, les bailleurs de fonds sont différents. Et puis, les critères aussi de cette reconnaissance sont différents, mais toujours très normés et assez figés. Donc, je dirais que quand un artiste a cette intention, cette idée d'une pratique et cherche à être financé, bien, c'est tout un parcours, en fait, qu'il doit faire pour déjà être capable de nommer son projet dans les termes des bailleurs en question, être capable de trouver son chemin pour voir bien, quel est le bailleur qui correspond aussi à sa pratique. Parce que c'est pas simple à démêler, en fait, pour des gens qui ne sont pas dans le système. Et puis, il peut y avoir qu'une voix, mais il peut y avoir de multiples voix aussi. Alors, c'est sûr que se retrouver dans ce système-là n'est pas simple. On parle d'artistes, mais c'est pareil pour les organismes. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est une organisation qui existe, qui a une action concrète sur le terrain, qu'on est nécessairement reconnu comme tel par des bailleurs de fonds. Puis là aussi, il y a toutes sortes de normes là, qui structurent, si on veut, ce qu'est une organisation culturelle aux yeux des financeurs. Et c'est ça. Donc, je dirais que ce système-là, comme je le disais, c'est vraiment un système déjà de reconnaissance à différents paliers de gouvernement et qui fonctionne différemment selon les paliers et selon qui on est dans ce système, qu'on soit artiste ou organisme. J'ai peut-être dernière chose à ajouter parce qu'on va le voir avec nos profils, mais il y a aussi, disons, une autre distinction assez intéressante et importante à faire. C'est toute cette idée des industries culturelles. Diego pourra nous en reparler certainement. Donc, tout ce qui est commercialisable d'une certaine façon comme type de produit culturel. Et après ça, on a toute l'action culturelle sur le territoire, ce qui se passe notamment en termes de projets culturels dans les quartiers. Et là, on est vraiment dans un autre, si on veut, une autre notion, puis un autre aspect de la culture qui a aussi, disons, ses façons de faire. Donc, encore là, deux autres distinctions à faire. Alors, c'est ça. C'est un système rapidement décortiqué pour vous, mais bon, j'espère qu'on va en savoir plus avec les prochaines interventions. Tout à fait, tout à fait. Mais ce qu'on entend, c'est que il y a plusieurs interlocuteurs, il y a plusieurs paliers, donc de l'idée au produit final pour aller chercher du financement. Tu as parlé de nommer le projet dans les termes des bailleurs. Il y a toute une adaptation, donc plusieurs processus qu'on va explorer au cours de la soirée. Donc, Stéphanie, peut-être que je vous demanderais, en tant que médiatrice culturelle, justement, vous faites le pont entre le produit final et différentes communautés. Donc, dans le système, ou une partie du système présenté par Daisy, comment se manifestent certains des rapports de pouvoir dans ces échanges?
Oui, mais c'est sûr que ça, c'est une autre grosse question, puis Daisy a abordé vraiment tout l'aspect des institutions, les défis pour être capable justement de passer de l'idéalisation de l'idée à la production finale. Il y a quand même un grand écart et pour moi, il est là le rapport de pouvoir. Si je peux le dire ainsi, c'est que ce qu'on réalise, en fait, c'est que le plus gros défi dans dans le milieu culturel, dans le milieu des arts, pour les artistes que l'on racise ou les artistes qui viennent des milieux différents, marginalisés, c'est en fait l'accès au financement pour les créateurs issus de la dite diversité. Ça, c'est vraiment un des plus gros défis. Le rapport de pouvoir est dans la mesure où moi, je parle d'un code, d'un langage. Il y a un langage qui est bien défini, bien ficelé au niveau des institutions et souvent dans le milieu communautaire ou dans le milieu qu'on met de côté, qu'on a marginalisé ou dans le milieu dit de la diversité, c'est complètement un autre code, c'est une autre façon de travailler, de créer. Donc, les rapports de pouvoir, pour moi, il est là et c'est là que peut-être la médiation culturelle vient faire un travail dans la mesure que la médiation culturelle a un rôle de créer des ponts, de créer des dialogues là où est-ce que tu as t'as deux côtés qui s'ignorent, qui ne se parlent pas, qui ne se connaissent pas et qui ont jamais eu, qui travaillent en fait en parallèle. Puis c'est le pouvoir qui fait finalement en sorte que ces deux groupes-là vont pas se parler. Donc pour moi, il y a un rapport de force avec le langage. Puis quand on parle de créateurs, créatrices issues de la dite diversité, c'est de dire que quand tu ne connais pas un code ou un langage, que tu ne parles pas le même langage que les institutions, c'est sûr et certain qu'il y a un rapport de pouvoir, il y a un rapport de force versus les artistes qui connaissent ce langage, qui connaissent ce code, et souvent les artistes qui vont savoir comment déposer un projet, en fait, dans les termes, dans les langages, c'est souvent les artistes issus du groupe majoritaire. Donc, c'est là qu'on a des rapports de pouvoir, puis qu'on peut parler d'inégalité systémique, puis on peut parler de discrimination, et finalement, parler d'une forme de racisme systémique parce que c'est qui a l'opportunité de créer et qui est capable et connaît le langage pour pouvoir arriver à la finalité de passer de l'idée à la création finale. Puis l'autre chose que je dirais, c'est que quand on parle de rapport de pouvoir, on parle aussi d'une vision qui est très eurocentrée. Donc, c'est qui crée, c'est qui a le pouvoir de créer, mais c'est aussi qui a le pouvoir de dire que ce qui est créé est bon et beau est valide versus ce qui ne l'est pas, ce qui en fait ne fit pas dans un cadre donné. Donc, et c'est là qu'on va retrouver les artistes issus de la diversité qui vont souvent être considérés comme des créateurs ou des créatrices marginalisés. Donc, c'est de voir c'est qui regarde c'est qui a le pouvoir de regarder l'autre de quelle façon. Et quand on pense au regard, il y a un pouvoir aussi dans la façon que le groupe majoritaire va regarder le groupe minoritaire et dire ça, j'aime ça, ça, j'aime pas ça, ça, c'est possible, ça, c'est pas possible. Fait que je dirais que les rapports de pouvoir peuvent se retrouver dans ces différents aspects. Dans plusieurs facettes, oui. Et on va y revenir là-dessus sur ces notions de beauté. Donc, merci de nous faire une mise en bouche. Donc, on va reculer un peu. Plusieurs études, plusieurs recherches ou des consultations publiques ont fait état d'une inadéquation entre la représentation ou la représentativité plutôt des personnes autochtones et des personnes racisées dans le contenu culturel et leur présence, leur réalité sociodémographique. Selon Statistique Canada, en 2016, 13% de la population québécoise et 32,9% de la population montréalaise s'identifiaient à une minorité visible. 2% de la population québécoise s'identifie comme ayant des racines autochtones. Or, selon des données de la Ville de Montréal, pour les arts de la scène, on voit que la représentation de la diversité culturelle dans leur programmation était de 9% en 2009 et de 14% en 2017. Alors, une question que j'ai pour vous, c'est si la culture et si le milieu des arts peut et doit être un miroir de la société, quelle image nous renvoie ce miroir actuellement? Et peut-être que je poserai la question à Diego pour commencer. Donc, quelle image nous renvoie le miroir? Bonsoir, merci tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous.
Bon, les miroirs, c'est clair que ça ne reflète pas au moins les rues urbaines métropolitaines qu'on vit, c'est certain. Je parle évidemment dans mon secteur audiovisuel, c'est clair. Et encore pire, parce que de plus en plus, on voit quelques visages, quelques peu visages, quelques personnes dans les écrans. Mais c'est certain, dans nos propres études, c'est la faiblesse, c'est surtout de ceux qui ont les pouvoirs. Pour revenir à la première question, qui décide ces histoires-là, ou ces situations-là, ou cet art-là, ou cette culture-là, qui bénéficie, qui finance, qui détient les rênes, autant des histoires, de l'arrangement, de qui embaucher. Et c'est là qu'on voit les pires écarts. Pas pour dire qu'on n'a pas un écart dans les écrans, mais je pense que c'est derrière les rideaux, puis derrière les caméras, puis derrière la production qu'on voit les plus grands écarts. Donc, c'est clair qu'on vit une situation où on a je pense, et bon, c'est à nous de discuter, je pense qu'on voit des signes positifs de plus en plus tranquillement, un peu de diversité, un peu plus de diversité dans nos écrans, un peu moins de tokenisme, un peu à l'ancienne, on avait comme une personne parmi des dizaines et des dizaines ou des centaines même de fois. Je pense qu'on voit ça, mais quand même, c'est pour revenir au sujet d'aujourd'hui, c'est structurel. On voit qu'il y a des personnes qui bénéficient, qui gagnent bien leur vie en faisant de l'art et de la culture, au moins chez nous ici au Québec. Puis il y a des gens qui ont la difficulté. Puis qui n'ont pas, qui les portes sont fermées ou les portes sont d'accès très, très difficiles. Donc moi, je pense que c'est, pour répondre à la question, c'est clair qu'il faut regarder au-delà des écrans puis voir vraiment qui raconte les histoires, qui a le pouvoir, qui détient les droits, qui a les droits de dire oui ou non sur une situation ou sur une décision créative ou commerciale de nos productions. Mais justement, pour faire du pont là-dessus, essayez de nous expliquer qui décide, parce que c'est ça, on parle des preneurs de décision comme cette classe à part, mais c'est qui décide et comment est-ce que ça se produit? Écoute, je pense qu'on va tous faire notre tour sur cette question-là parce que c'est une question intéressante. Et encore là, je travaille autant au Canada qu'au Québec spécifiquement. Et je pense que le Québec, c'est assez spécifique. Je pense qu'on ne peut pas se cacher qu'il y a certains individus, certaines maisons de production, certaines chaînes télé qui décident beaucoup de ce qu'on voit. Encore là, je reviens aux écrans. Je sais qu'on parle de culture, il y a beaucoup de choses d'ordre de l'écran. Mais juste pour mettre un exemple, ça touche à la culture populaire, la télé, la radio. Et on va sûrement pas se cacher qu'il y a la prise de décision, que toute la chaîne décisionnelle est quand même inamovible. Il y a des personnes qui sont là depuis longtemps et pas pour dire qu'ils font pas bien leur travail. Je ne suis pas pour dire que c'est pas nécessairement qu'ils sont pas des professionnels ou des gens c'est des personnes compétentes, mais sans doute on va pas se cacher, on rentre dans ces milieux-là. Puis c'est assez homogène, donc c'est vraiment des groupes qui sont là depuis longtemps, puis qui quand même reflètent un certain aspect de la culture québécoise. Pour dire même que ça reflète même pas les régions, toi. C'est pas, parlons au-delà du blanc et des personnes racisées. Ça reflète énormément. Il y a beaucoup de groupes qui sont pas reconnus. Tu vois. Il y a des cultures, des sous-cultures même parmi les Québécois dites des souches qui sont même pas représentées. Donc, c'est vraiment une homogénéité qui est particulière. Et c'est des fois difficile à comprendre, mais c'est la réalité qu'on vit au Québec dans beaucoup de secteurs. Pas de partout, mais et comme je dis, ça s'améliore peu à peu, mais on est toujours là, je pense, dans cette réalité. Merci. Pour continuer, en 2017, le Conseil des arts du Canada écrivait que la répartition inégale des ressources dans le milieu culturel est souvent le résultat de réalités historiques rattachées à la conquête, à la colonisation, à la domination culturelle et à l'exclusion systémique.
le Québec, le Canada se sont dotés de structures institutionnelles pour promouvoir les pratiques des arts. Celles-ci agissent comme des tremplins pour plusieurs artistes, mais pas tous les artistes. Donc, Daisy, vous êtes consultante ou tu es consultante auprès de plusieurs institutions, que ce soit municipales, provinciales, fédérales. Donc, c'est les structures dont nos sociétés se sont dotées. Comment ont-elles été mises en place et pourquoi ont-elles été mises en place? Pourrais-tu élaborer là-dessus? Oui, tout à fait. Diego, il me fait des points de démarcation. Grande question encore une fois, mais je pense que ce qui est important à retenir, c'est que, puis je veux revenir sur ce que je disais tantôt, c'est sûr que j'ai présenté puis j'ai parlé du système, disons, de financement. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que ça. Hein. Le milieu de la culture, ce n'est pas que, disons, les institutions publiques qui financent les artistes ou les organismes. Il y a tout le milieu aussi du plaidoyer, des organisations qui représentent et influencent ces preneurs de décision-là. Donc, il y a des preneurs de décision au sein d'organisations qui influencent d'autres preneurs de décision. Donc, c'est un peu un écosystème comme ça qui est quand même important à comprendre parce que là aussi, les écarts dont Diego parlait, on a parlé de devant la caméra, mais derrière la caméra, il y a pas, on ne parle pas que du monde artistique, on parle aussi de tout le milieu maintenant grandissant des travailleurs culturels, des gens qui travaillent dans le plaidoyer pour la culture. Puis là aussi, il y a quelque chose d'important. Donc, pour revenir à ta question, Youla, j'en fais mention parce que c'est quelque chose d'important aussi dans la construction du système culturel qu'on connaît aujourd'hui au Québec. Donc, c'est sûr que, tu l'as dit, il y a un lieu, il y a un moment, il y a un temps pour chaque chose. Et puis, au Québec, il y a comme deux moments, si on veut. Dans les années 60, on a vu la création du premier ministère des Affaires culturelles qui s'appelait. Donc, cette idée de mettre en place finalement une culture institutionnalisée. C'est sûr que ce n'était pas, disons, un système qui avait la portée qu'il a aujourd'hui, mais il y a cette première phase où, basée un petit peu sur cette idée de la protection du fait français notamment, c'est toujours au cœur, en fait, là, de la compréhension de ce qu'est la création artistique et culturelle au Québec. T'sais. Donc, dès les années 60, il y avait cette idée derrière la création d'un ministère des Affaires culturelles, de la protection du fait français, d'une identité nationale forte à travers disons, un positionnement culturel. Et puis, je te dirais que plus loin, plus tard, autour des années 90, quand on a vu, par exemple, des accords comme l'ALENA, des grands accords commerciaux où les États-Unis arrivaient avec Hollywood, toutes sortes de machines, en fait, là, disons, culturelles très, très fortes. Là encore, il y a eu comme une espèce de deuxième vague, si on veut, je veux dire, de protection. Je vais appeler ça comme ça, autour des années 90, pour finalement réagir à une espèce de crainte d'homogénéisation culturelle. Et on a vu à cette époque-là, même si, par exemple, le premier ministère des Affaires culturelles était dans les années 60, en 92, la première politique culturelle. Donc, c'est important, ces jalons-là, parce que c'est les orientations stratégiques de comment on conçoit finalement la culture, de comment on souhaite la développer sur notre territoire, à quel rôle elle répond exactement. Donc, autour des années 90, il y a eu la politique culturelle, mais il y a aussi eu les bras financiers du gouvernement qui ont été mis en place, comme le Conseil des arts et des lettres du Québec, comme la SODEC, qui est un petit peu l'organisation qui finance les entreprises culturelles. Donc, qui étaient toutes des, si on veut, des structures qui avaient des intentions claires de, encore une fois, réaffirmer une culture francophone forte qui faisait la promotion de l'unicité, si on veut, du Québec à travers le monde. Et puis, je vous ai parlé, dans le fond, là, des structures, si on veut, de financement puis décisionnelles qui se sont mises en place à cette époque-là, mais on a aussi vu à cette époque-là, si on veut, se mettre en place des organisations de la société civile très, très fortes qui sont encore existantes aujourd'hui. Donc, le système qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit financier ou que ce soit
les organisations de plaidoyer, l'UDA, par exemple, des organisations comme ça, sont des organisations qui existent, qui ont été créées à cette époque-là. Donc, tout ça, si on veut, là, ce terrain-là s'est mis en place à cette époque-là dans cette notion de protection, si on veut, de notre identité culturelle face à une grande menace qui était l'hégémonie hollywoodienne, si on veut le décrire comme ça. Donc, c'était, en tout cas pour l'époque, les temps et les lieux. Après, évidemment, on va continuer d'en parler, les choses évoluent, hein, mais il reste que, encore aujourd'hui, ce qu'on voit sur la scène artistique et culturelle comme acteurs, comme grands acteurs, ou en tout cas acteurs d'influence, ce sont encore les organisations qui ont été créées à cette époque, qui se sont évidemment consolidées avec le temps, qui sont devenus des représentants eux-mêmes, chacun de leur secteur, de leur milieu. Alors, quand on parlait d'accès tantôt, c'est l'accès aussi à ce type d'organisations-là qui sont historiquement très, très ancrées, puis qui ont des liens très, très forts aussi avec tout le milieu, là, le système public, là, si on veut. Et justement, pour continuer, comment est-ce qu'on apprend à naviguer ces milieux? Comment est-ce que, parce que les milieux se sont mis en place et ce qu'on voit plusieurs fois, c'est que la réponse à une solution, le contexte évolue. Ceci ne veut pas dire que le contexte a complètement changé, mais il y a des voix qui font partie de l'identité francophone forte, mais qui n'arrivent pas à percer dans ces institutions. Donc, tu travailles beaucoup avec les gens qui prennent les décisions. Donc, comment est-ce qu'on arrive là? Tu sais, qui est nommé et comment? Bonne question. Qui est nommé là et comment? En fait, on en parle depuis tantôt quand même. Je pense qu'il y a vraiment cette... On le sait, hein, il y a une notion de langage, une notion de réseau. Je pense que ces systèmes-là sont vraiment... comment dire ça? Ils sont normés par différentes, différentes choses, dont des... Tu sais, quand on parle d'institutions publiques, je pense au CALC, à la SEDEC, ce sont des répondants des gouvernements. Donc, leur conseil d'administration, ils sont nommés et travaillés directement avec le gouvernement. Tu sais. Alors là, on est vraiment dans un niveau de haute sphère de décision. Et puis, les gens, tu sais, au début, ce que je disais, c'est que tout ce système est basé sur la notion de reconnaissance. Hein. Donc, pour accéder à ces conseils d'administration, il y a encore une fois toute cette question de la reconnaissance de ta trajectoire, ton parcours, à quel moment puis avec qui tu as travaillé. Donc, qu'est-ce que tu as pu finalement faire valoir au sein de ton milieu, comment tes pairs eux-mêmes. On parlait de validation aussi, là, un peu plus tôt, Stéphanie le mentionnait, mais est-ce qu'ils t'ont validé, oui ou non? Alors, il y a toute cette culture-là, si on veut, derrière qui arrive là et pourquoi. Après, c'est sûr que les choses tranquillement évoluent, puis on voit que, oui, tu sais, il y a des, si on veut, il y a des choses qui se mettent en place pour diversifier, rendre un peu plus accessibles certaines instances de décision. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, je le dis souvent, oui, il y a arrivé sur ces tables-là. Donc, oui, être assis autour de la table, mais après ça, comment ça se passe quand tu es là? C'est autre chose, tu sais. Alors, encore une fois, cette notion de culture de l'organisation puis du système, elle se vaut, puis c'est pas seulement, comme je disais, pour accéder à ces instances, mais c'est aussi dans le fonctionnement de ces instances, qui est engagé dans ces instances. Puis peut-être un dernier point, ce qui est important à mentionner, c'est que aussi, c'est sûr que tout le système est basé aussi sur, disons, toute cette idée de se structurer comme avoir une action culturelle ou artistique sur le territoire, même si tu es un groupe de personnes engagées, ça ne se vaut pas comme organisme aux yeux des institutions. Il y a toute cette idée de, comme institution ou comme organisation, on ne parle qu'à des institutions ou qu'à des organisations. Donc, toute cette idée de forcer la structuration des milieux
d'avoir des représentants nommés pour entrer en dialogue avec, tu sais. Alors, tout ça, c'est aussi des choses très complexes, mais qui font que pour accéder à ces instances-là, il faut aussi avoir derrière toute cette idée d'avoir structuré un parcours, puis structuré une organisation. C'est très rare que des organisations vont juste ouvrir la porte à un individu comme ça, seul, tu sais, qui ne vient pas avec une possibilité aussi pour eux d'étendre le réseau ou de sentir qu'il y a, disons, une possibilité, c'est ça, de passer au-delà du tokenisme, mais encore une fois, avoir une possibilité de dire qu'on a élargi, disons, tu sais... Qu'il y a un gain. Qu'il y a un gain. Il y a toujours un gain. Oui, tu fais une transition parfaite parce que justement, ce qu'on entend d'artistes racisés, d'artistes autochtones comme réponse parfois, c'est le public n'est pas prêt. Ou deux, que ce soit le livre, la musique, la pièce, ça ne se vend pas, il n'y a pas de marché pour ça. Ou les gens ne pourront pas s'identifier. Donc, ici, Stéphanie, je te pose la question. Quel regard est-ce que tu portes sur cette notion de ce qui est universel et ce qui est exception? Merci, Eula. Je pense que c'est ça, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure en parlant d'une vision eurocentrée, quand on parle de culture, quand on parle d'art, quand on parle de beau. Et je pense que ça, c'est une des réponses on va dire, les gens ne sont pas prêts. Encore une fois, c'est qu'il y a un système ou un groupe de décideurs qui vont dicter, en fait, qui vont dicter la voie de la culture ou, en fait, qui vont dicter la création, l'idée même, l'imaginaire. Donc, j'ai comme cette impression que oui, il y a cette vision eurocentrée, mais il y a aussi cette vision de mon expérience, ma vérité, mon entourage, en fait, mon capital social, mon réseau. Et il y a comme ça crée des angles morts des deux côtés parce que si on est toujours avec les mêmes personnes puis on a le même réseau, c'est sûr qu'on finit par se créer une réalité de ce que on se crée une vision de la réalité et on finit par être confortable là-dedans et se dire moi c'est ça ma vie, c'est ça ma réalité. Donc on a de la difficulté à voir la réalité, en fait, c'est pas une vision, elle est multiple, c'est pas une vision tunnel. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une difficulté à voir que les autres qui créent, c'est égal à ce que nous, on fait, en fait. C'est sûr qu'il y a un rapport de pouvoir, puis pour moi, ça ressemble beaucoup quand on parle de micro-agression, de dire que de regarder l'autre avec un œil différent, puis de regarder l'autre avec un œil de « moi, je suis ici », l'autre est étrange, c'est bizarre, il y a comme une espèce de... Ouais, ça ne rentre pas dans une case, ça ne rentre pas dans la norme, donc ça ne fonctionne pas. Donc, de dire que les gens ne sont pas prêts d'avoir ce discours-là, pour moi, c'est paresseux. C'est de dire, on ne veut pas faire nécessairement le travail, on ne veut pas aller à la rencontre de l'autre, donc on va dire que les gens ne sont pas prêts. Et ça, c'est faux, premièrement, de dire ça, parce qu'on n'est pas un groupe monolithique, ce n'est pas juste un pan de la société, il y a diverses personnes. Donc oui, si on prend le temps d'aller vers l'autre, d'aller chercher ces créateurs et créatrices-là, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont là, qui n'attendent que ça pour les écouter. Puis il y a un exemple qui me vient en tête, c'est le Musée des Beaux-Arts qui a fait une collaboration il y a quelques années avec un groupe qui s'appelle Never Was Average. C'est deux jeunes afro-descendants qui ont créé des conversations au musée, par exemple. Ça, c'était sous l'époque de Nathalie Bondil. Ils ont créé des conversations. Puis, c'était dans l'époque qu'il y avait l'exposition Picasso face à face à l'Afrique, je pense. Et là, on a vu vraiment un dialogue qui s'est créé entre les communautés afrodescendantes et le musée, où est-ce qu'il y a des gens qui n'avaient jamais mis les pieds au musée. Et parce qu'il y avait cet événement-là qui avait deux choses. Il y avait une forme de représentation. Les gens se sont sentis concernés, se sont sentis interpellés. Au-delà de ça,
le musée a été capable de créer des dialogues. Donc, c'est pas juste vous êtes des consommateurs, c'est d'amener des gens dans des espaces parce que d'habitude, on est là seulement, on regarde les œuvres, on les consomme, après on s'en va. Mais il y avait aussi toute cette idée de créer des conversations avec un groupe qui c'est pas des artistes nécessairement qui ont l'habitude de faire des choses dans des musées, mais il y a eu pour moi dans cet événement-là une forme de médiation culturelle dans la mesure qu'on a été chercher des gens qui ne travaillent pas dans le musée, mais qui font des choses à l'extérieur. On s'est dit, on va amener les gens au musée, on va faire une exposition où est-ce qu'on va créer des conversations, de voir Picasso finalement, il était inspiré par l'art africain, il était inspiré par les masques et tout ça. Il y avait comme une inspiration pour en donner du crédit aussi finalement aux créateurs qui sont souvent mis dans l'ombre aussi. Donc, j'ai trouvé que pour moi, ça c'est un exemple que si on prend la peine de créer, de le faire, le résultat, il va être présent. Puis ça s'est vu aussi à la demande. Les gens sont allés voir les expositions et les gens étaient nombreux pour pour participer à ces conversations-là, finalement. Oui, merci. Donc, ce pont à créer, aller chercher l'autre, l'inviter, pour continuer sur cette notion que Daisy et Stéphanie amenaient, d'excellence, de beauté, de professionnel. Je pense que, a priori, si on ne se questionne pas, on pense que c'est peut-être des notions objectives. Diego, pourrais-tu nous parler peut-être en tant qu'une personne qui travaille dans une grande institution qui accorde du financement sur des critères? Y a-t-il, l'excellence est-elle objective? Mais bien sûr que non. Nous, ici, les 5 ou les 6, on peut être désaccord sur des points super essentiels. C'est quand même compliqué, surtout qu'on a un système au Québec puis au Canada en général qui est très médié par les institutions. Donc, on parle rarement au public, moi, c'est rarement, surtout à certains arts qui ont besoin d'un certain financement. On revient un peu au sujet à certains décideurs qui ont un peu les bâtons magiques pour dire ça passe, ça passe pas. Oui, j'imagine qu'il y a souvent une logique directe ou indirecte avec un public connu qui ces décideurs connaît et puis qui continue à nourrir de la même manière. Et ils savent, je parle maintenant de la télé, que c'est un peu dans qu'est-ce que je me mêle actuellement, c'est toi, ils savent, ils connaissent un peu leur public et ben, ils ne se cassent pas trop la tête. Donc, tu dis, notre public aime ça et ils ont aimé ces 3, 4, 5 ou 10 productions qui semblent pareilles. Ils vont sûrement aimer cette prochaine. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est qu'il y a un public monolithique aussi qui se développe, oui, qui consomme, mais qui ne va pas s'élargir et qui, souvent, dans le cas du Québec, peut être vieillissante aussi. Un public qui vieillit avec les contenus on les donne ou qui reste un peu dans un créneau très spécifique. Donc, il y a très peu d'efforts de penser qu'est-ce qui serait l'excellence, qu'est-ce qui serait un beau projet, quelque chose porteur pour d'autres personnes dans notre communauté, puis je dirais, là, dans la position actuelle au fond des médias, même à l'étranger, et c'est là je pense qu'il y a un rôle important à jouer en tant que communauté racisée, c'est qu'on vit dans un monde plus globalisé que jamais, et la belle description que Daisy a fait, historique, j'ai même pris quelques notes, ça nous parle d'une autre époque, hein, on parle de quand les institutions ont été créées, c'était avant l'Internet, donc les choses, si tu avais quelque chose sur Radio-Canada, bon, tu savais que les gens vont regarder Radio-Canada parce qu'ils n'ont pas beaucoup de choix, et pareil avec les autres public ou privé, c'était un peu pareil. La même chose avec les salles des spectacles, tout ça. Bon, tu as 5 salles de spectacles, les gens n'ont pas le choix. Aujourd'hui, l'offre est infinie. Donc, je pense qu'on arrive à un moment complexe, mais intéressant, je pense, pour nous, parce qu'il faut mettre en valeur qu'est-ce qu'on a de mieux pour pas juste plaire notre public à court terme, celles qui achètent peut-être, qui voient les pubs, qui, bon, de moins en moins de personnes aiment les pubs,
Mais vis-à-vis, d'un côté, la jeunesse, parce que je trouve qu'il y a un problème assez profond actuellement. J'ai une fille de 15 ans qui consomme très peu de culture québécoise. Et c'est sincèrement, je ne pense pas ma faute. Dire c'est des enfants, une jeunesse qui consomme, qui vont regarder à leur propre excellence, qu'est-ce qui est bon pour leur génération, qu'est-ce qui les interpelle. Même s'il est francophone, il va les chercher dans d'autres langues, il va le chercher en France, il va le chercher en Amérique latine. Et puis nous, c'est pour le mieux, pour le pire. Je pense que c'est un des défis existentiels qu'on a en tant que culture québécoise et canadienne, parce que c'est le même problème d'un autre niveau pour le reste du Canada. C'est qu'est-ce qu'on fait dans cette nouvelle réalité où on est tous branchés sur Netflix, puis Netflix nous passe des super belles productions, d'ailleurs en toutes sortes de langues, sous-titrées, que pour revenir un peu à la question précédente, c'est ça qu'on s'est fait dire souvent quand on faisait un projet qui n'était pas dans une langue, en français, c'est que, mais voyons, qui va lire des sous-titres? Toi, qui va avoir quelqu'un qui a un accent, ça ne va pas passer. Maintenant, tu allumes n'importe quelle chaîne et on voit la diversité d'accents, la diversité des langues, la diversité de toutes sortes. Donc, je pense qu'on arrive à un moment critique de se remettre en question qu'est-ce qu'est l'excellence. Parce qu'on doit vraiment, au moment de décider ça, vraiment s'assurer qu'on a des gens qui reflètent autant notre diversité en tant que culturelle, mais aussi la diversité des façons de faire, des pratiques et des tendances, des technologies. Et l'avenir va être un mélange entre les théâtres ou la danse et les VR et des langues autochtones d'ailleurs. Donc, je pense que c'est ça l'avenir et je pense que, encore là, qu'est-ce que je tiens encore beaucoup dans l'institution que je travaille actuellement au Fonds des médias, c'est cette fameuse concept de l'innovation, parce que c'est ça un peu, c'est souvent lié l'excellence avec l'innovation. Et c'est vrai, dans le sens qu'on est dans une remise en question dans tous les arts, dans toute la culture, mais on doit être attentif et ça ne va pas être inclusant dans le même trou qu'on va trouver les idées uniques qui vont nous faire sortir, vont vraiment percuter avec nos nouvelles générations, avec des gens qui viennent d'ailleurs, avec des gens qui ont voyagé dans le monde, qui ont vu d'autres choses. Donc, je pense que c'est là qui vient cette question, qui vient aussi la réflexion de comment on choisit les productions qu'on finance et comment on fait pour ouvrir les fenêtres et permettre que d'autres possibilités soient réalisables. Sans, évidemment, mettre en question la qualité. C'est clair qu'il a certains points de professionnalisation et quand même qualité minimale qu'on ne doit pas négliger. Souvent aussi, l'autre extrême, c'est de dire, ah oui, donc je suis d'une communauté X, regarde, je n'ai pas de moyenne. Je pense qu'il faut nous-mêmes entre nous, là je parle de notre côté, c'est pousser quand même aussi fort pour dire, regarde, c'est pas grave, il faut penser au-delà des limites qu'on voit devant nous, puis s'assurer qu'on produit des choses de qualité qui sont à l'auteur. On a l'accès avec l'Internet de regarder ce qui s'est fait ailleurs partout au monde, puis c'est donner vraiment des barèmes ou des défis à cet auteur-là. Puis je pense que ça va être ce mélange entre nous en train de vraiment pousser la forme, pousser la qualité, puis les gens qui vont se rendre compte que, bon, même commercialement, c'est payant, c'est vraiment à long terme qui va tenir pour les prochaines générations québécoises, puis pour la planète, pour vraiment vendre des choses à l'étranger. Donc, cette idée c'était comme un levier d'innovation, comme une occasion à saisir. Lézy, tu as voulais parler. Je voulais... Vas-y. Youla, excuse-moi si je peux intervenir après Daisy. Ben, je pense que je vais te passer la balle, Stéphanie, de toute façon, parce que j'entends Diego, puis je trouve ça super intéressant. Puis en même temps, c'est sûr qu'on parle de produits culturels. Dans la notion d'excellence, ce qui est important aussi à saisir, c'est qu'elle évacue autre chose. Puis elle évacue toute la notion d'impact social, toute la notion d'engagement. Aujourd'hui, la culture, c'est plus juste le produit culturel, même si oui, ça existe, puis on est dans cet aspect quand même de consommation, mais puis c'est là où je pense à Stéphanie, dans le travail de médiation, même si la qualité, oui, elle est recherchée, la façon d'évaluer
l'impact, ou en tout cas, on reprend le mot excellence, même si pour moi, évidemment, je le questionne beaucoup. C'est ça, tu sais, elle n'est pas encore développée, cette façon d'évaluer les projets en dehors de la structure qu'on connaît de l'excellence. Mais en tout cas, ça fait référence, je pense, au travail de Stéphanie. Je te laisse aller. Merci. En fait, c'est ça, moi, ce que j'avais envie de mentionner, c'est que j'entends souvent ce discours, en fait, cette idée de dire qu'il y a une notion d'excellence à atteindre avant d'avoir accès à certains milieux, avant d'avoir le droit de pouvoir créer. Puis ça, c'est souvent ramené quand on parle des personnes que l'on racise, des personnes afrodescendantes et des différentes communautés autochtones. Et c'est comme si que pour nous, pour avoir accès à ces espaces de création, il faudrait qu'on soit excellent, parfait, et qu'on réponde à des standards qui ont été créés par des personnes qui les ont créés, ces standards, à partir de leur propre vision, leur propre réalité. C'est-à-dire qu'il y a des créateurs, créatrices qui ont le droit d'être médiocres, mais quand on parle du groupe majoritaire qui peuvent faire des choses vraiment médiocres, comme si je veux dire d'un œil très objectif, c'est comme si que c'est correct, mais quand on parle de la dite diversité culturelle, c'est qu'il faudrait qu'à chaque fois, ces artistes-là arrivent avec un truc béton, avec quelque chose d'extraordinaire pour que les gens fassent comme « Ah oui, on va te donner ton opportunité, il faut que ce soit incroyable. » Ça, pour moi, ça revient toujours à cette espèce d'idée qui nous tue quand on va citer des personnes que l'on racise, qui ont fait des choses extraordinaires. Exemple, on va dire, aux États-Unis, il y a eu un président noir, Barack Obama, toutes les barrières sont tombées. Si tu es une personne de la diversité, tu es médiocre, c'est ta faute, c'est parce que tu n'as pas mis les efforts nécessaires, c'est parce que tu n'as pas fait les choses qu'il fallait. Regarde, on prend l'exemple de quelqu'un qui a fait quelque chose qu'il n'y a pas grand monde qui ont fait. Si on regarde, il y a combien d'hommes présidents il y a eu dans la vie, tu sais, puis on prend ça, cet exemple-là, puis on va le coller, puis on va aller chercher toujours des artistes issus de la diversité culturelle qui ont fait des choses extraordinaires pour valider, puis on va créer des attentes, on va s'attendre que tous les artistes doivent être comme ça pour qu'ils puissent avoir accès à certains espaces. Puis c'est là, moi, je trouve que c'est là qu'on finit par perdre en tant que société, parce qu'on n'est pas capable de se dire comment qu'on va faire aller notre imagination. Puis moi, si mon imaginaire est bloqué parce que ce qui m'entoure, ce qui m'anime, c'est ce qui fait aussi que je vais imaginer des projets. Qu'est-ce que je peux créer ou donner comme espace pour que les gens qui ne font pas partie de mon groupe immédiat, et eux autres, ils vont m'amener à élever la création ou à élever ce qu'on fait en tant que culture, puis d'être capable de nous mettre sur la map. Puis je trouve que, tu sais, rapidement, je finirai en disant que on va dire, des gens vont souvent me dire, Stéphanie, en région, il n'y a pas beaucoup de personnes ici de la diversité culturelle, donc comment que tu veux qu'on soit capable? Je dis, OK, effectivement, peut-être que les chiffres sont plus bas, il y a moins de personnes, mais là, on était dans une pandémie mondiale, puis on faisait des choses en visio. Est-ce que ça vous empêche d'aller chercher les communautés culturelles qui sont ailleurs, puis de créer des choses? C'est comme c'est comme si l'imaginaire était bloqué à ce qu'ils vivaient, mais je veux dire, les gens existent, ils sont là, allez les chercher. Puis pourquoi pas avoir profité en fait de cette pandémie pour créer des rencontres avec des groupes qu'on ne connaît pas puis qu'on ne côtoie pas, qui ne sont pas là, mais ça peut peut-être donner quelque chose de complètement déjanté, de faire de la création en utilisant la technologie puis en utilisant justement la pandémie pour aller à la rencontre des gens qu'on ne connaissait pas. Donc, il suffit juste un petit peu de courage, puis de volonté, puis de vraiment un désir de vouloir créer ces espaces. Puis je dirais, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que des institutions, des personnes qui font partie de ces institutions-là sont prêts à perdre certains privilèges? Est-ce qu'ils sont prêts à laisser la place? Ça, c'est l'autre question aussi. Est-ce que les gens sont prêts à dire, moi, là, ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je vais prendre des groupes de différentes communautés, puis on va les accompagner, on va leur donner les connaissances. Donc, le transfert des savoirs ne se fait pas non plus. Si les gens n'ont pas accès à des savoirs, comment ils peuvent arriver à atteindre un certain standard que vous voulez si vous gardez les savoirs pour vous, en fait? Je finirai là-dessus, c'est très long. Si vous juste
Mais je veux juste ajouter à ça parce que c'est intéressant la discussion. Je pense que c'est clair, c'est aussi un truc, pour revenir à la première question, des pouvoirs et d'argent. Quand tu es confortable, ta classe moyenne, ceci, c'est l'intersection avec la classe sociale. Toi, beaucoup des communautés racisées sont marginalisées économiquement. Donc, et comment s'attend que les gens vont prendre les luxes? Je me rappelle quand j'ai sorti Code Cinéma, les gens s'attendent que tu travailles gratuitement pendant un an ou deux. Tu travailles sur des productions gratuites ou en échange d'une pizza puis une bière. Là. Puis c'est un privilège que certaines personnes, surtout d'ici, ont, bref, pour leurs conditions ou pour la facilité des choses. En plus de ça, tu as un système qui est dessiné parce que c'est beaucoup de design, c'est pas juste un système spontané à être très graduel. Donc, les gens s'attendent que tu fais, excuse-moi, j'insiste avec le cinéma, c'est mon métier. Tu fais un petit film de 5 minutes pour réussir à faire un petit film de 10 minutes, pour faire un film de 10 minutes, de 20 minutes. Avant d'arriver à faire un long métrage. Donc, ça fera une échelle, sauf si tu es Xavier Dolan, puis tu es fils des gens qui sont dans l'industrie. C'est un peu plus rapide. Mais en général, c'est ça les échelons qu'il faut passer. Puis, comment on fait ces échelons-là quand on doit payer notre loyer, quand on doit vivre notre vie, quand on a envie de raconter nos histoires, mais on n'arrive pas. Puis, de toute façon, on n'est pas embauché pour des équipes d'autres. Comme Stéphanie a dit, les gens acceptent moins de prendre des risques et si on fait des gaffes, on est pénalisé plus fort que des autres parce que on se dit, OK, tu as une chance, bonne chance, sinon ça passe. C'est clair que c'est difficile. La culture, c'est difficile pour tous les gens, même pour les Blancs québécois, parce que c'est quand même assez sélectif. Mais quand tu as une situation où les jurys, on revient à ça, où les personnes qui décident sont proches ou sont des amis ou se ressemblent à toi ou ont les mêmes noms de famille, la discussion est plus facile et entamer cette démarche de travailler dans le système, de rentrer, de se payer, avant tout être capable de se payer le loyer, ça donne déjà un niveau minimal pour créer, pour faire la création, pour penser puis faire d'autres choses. Hein. Il y a peut-être, excusez, j'ajoute aussi, mais il y a tout un cycle à comprendre quand même. Tu sais, tantôt, on en a parlé du statut professionnel, mais en fait, ce qui maintient les gens dans un statut non professionnel, c'est le semi-professionnel. Donc, en fait, c'est que tu as une pratique, mais comme disait Diego, ben, pour faire ta pratique, tu ne peux pas la faire à temps plein, il faut que tu payes le loyer, donc tu travailles à côté. Ça ne te donne pas accès à certains réseaux parce que tu n'as pas le temps, l'énergie d'y mettre. Donc, finalement, c'est toute une boucle qui fait que l'institution reconnaît que le statut professionnel. Alors, c'est comme si c'est très, très, très difficile de sortir de cette... Il y a tout un cycle qui te maintient, en fait, dans un statut qui ne te permet pas jamais d'accéder finalement à ces prochaines étapes-là. Alors, c'est là où, tranquillement, il y a des choses qui changent, puis... dans les idées qu'on essaie de faire valoir, c'est toute cette idée aussi de trajectoire. Il y a une trajectoire qui se construit et il y a une trajectoire à reconnaître. Alors, tu n'es pas professionnel. Bon, tu parlais de Xavier Dolan, mais il y a des apprentissages à faire, il y a des savoirs à acquérir, comme disait Stéphanie, puis ça, c'est tout le monde. Mais il n'y a pas de système autre que les écoles nationales, quelque chose de très, très classique et qui, de toute façon, en tout cas, moi qui viens d'un milieu, je suis une deuxième génération, mes parents m'auront toujours dit, on n'a pas bûché autant pour que tu aies étudié en théâtre. Fait que, bon, moi, je n'ai jamais eu cette ambition-là, mais c'est sûr qu'il n'y a pas ce système parallèle qui te permet d'être reconnu dans ta trajectoire puis t'amène éventuellement à être dans un statut reconnu qui t'ouvre les accès finalement. Bien, comme je le disais, au financement, mais pas que, aussi à d'autres types d'instances de décision ou d'influence. Bien, ici, je vous poserai la question. Quand on grandit, puis je pense que beaucoup d'entre nous sont le produit de ça, mais en ne se voyant pas dans les émissions jeunesse, en ne se voyant pas dans les livres de jeunesse, en ne se voyant pas à la télévision, en ne se voyant pas dans les musées, en ne se voyant pas un peu partout, quel impact est-ce que ça a sur l'estime de soi et quelles solutions est-ce qu'on trouve? Diego, tu parlais de ta fille qui regarde ailleurs finalement, mais qu'est-ce que ça fait sur le psyché d'un enfant et d'un adulte et quelles solutions est-ce qu'on voit? Je commencerai avec Stéphanie puisque tu travailles beaucoup avec des jeunes.
Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que ça a un impact, en fait, sur l'estime, puis sur le fait aussi sur la façon qu'on va se voir, la façon qu'on va naviguer dans le monde dans lequel on est. C'est sûr que, tu sais, il va y avoir souvent des moments où on va se demander est-ce qu'on est valide, tu sais, est-ce qu'on est assez? Il y a souvent ça qui revient. Puis je pense que, tu sais, s'il y a quelque chose que moi, j'ai appris dans la dernière année, avec tout ce qui s'est passé, les mobilisations qu'on a pu faire dans le cadre du décès de George Floyd et tout ça, c'est de revoir la relation ou la relation qu'on a avec le concept du rejet. Moi, c'est quelque chose que personnellement, je suis en train d'apprendre, puis j'essaie d'en parler aussi avec les jeunes que je côtoie, avec les jeunes avec lesquels je travaille, même si ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais c'est toute cette notion du rejet, puis de le transformer. Parce qu'à chaque fois qu'on te dit, qu'on t'enlève d'un endroit où on ne te considère pas, il faut être capable de ne pas voir ça comme un échec, en fait. De ne pas voir ça comme un échec, et surtout ne pas voir ça comme si on n'était pas assez valide, puis qu'on n'était pas assez bon ou assez excellent. De toujours se rappeler, en fait, d'où on vient, pourquoi qu'on est là, puis nous, comment tu peux prendre ce rejet ou cette non-considération de ton existence ou de ton peuple ou des gens qui te ressemblent, puis comment que toi, tu peux le transformer dans ton quotidien, puis dans ta manière, toi, de créer, de te présenter, de changer, de reprendre sa narrative, c'est ça, cette reprise de pouvoir. Je dirais, ce changement de paradigme, c'est que ce n'est pas aux autres à dicter qui on est et si on est valide ou pas, qui vont dicter, en fait, notre façon de voir le monde, notre façon d'avancer, de naviguer. Puis ça, je pense que c'est un élément qui est central. Puis quand je regarde ce qui se fait ailleurs, quand je regarde des groupes comme Netflix qui prennent des risques, qui prennent des auteurs qui arrivent avec des idées complètement loufoques, des idées qui sortent en fait des carcans habituels, mais pour moi, ça me dit que notre place, elle peut se trouver, c'est juste qu'il faut être capable de... Tu sais, quand tu regardes, arrête de regarder à droite, je dirais, regarde un petit peu à gauche, là. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? C'est comme si on est là, puis qu'on attend d'être validé, puis qu'on nous accepte, puis que finalement, on va penser que, OK, ça y est, on a réussi parce qu'on a eu une validation du regard de l'autre, et ça renvoie encore à ce miroir que je serai tellement valide, que ce que je vais faire va seulement être valide que lorsque l'autre qui est dans le groupe dominant va m'avoir dit oui, tu es bonne, tu es capable, tu peux. Donc, arrêtez de regarder à droite, regarder à gauche, puis de voir, OK, peut-être que dans 3, 4 ans, 5 ans, c'est eux qui vont venir nous chercher. Puis si ça d'être capable de prendre des risques, d'être bold, puis je pense que les réseaux sociaux, Internet, ça a du lait, mais ça a beaucoup de beau, dans la mesure d'être capable de reprendre le pouvoir sur notre narrative, de créer, puis de changer notre paradigme de la façon qu'on voit le monde. Il y a une espèce de déconstruction à faire aussi. Puis je pense que tout ça, c'est l'héritage, malheureusement, du colonialisme. C'est ça qu'on compare de racisme systémique, puis de comment cet héritage-là a réussi à se modeler, puis à façonner notre façon de voir le monde, puis à créer une espèce d'unicité, puis que toi, parce que tu es différent ou différent, ou je ne devrais même pas utiliser ça. Finalement, on est différent par rapport à qui et par rapport à quoi. C'est ce qu'on nous dit. Fait que je pense de vraiment de reprendre le pouvoir sur notre narrative, puis c'est ça, de regarder en nous ce qu'on a, puis de se créer en fait nos communautés, puis de créer, je dirais, finalement, de créer le monde dans lequel on désire évoluer, dans lequel on désire grandir, puis de ne plus attendre la validation des institutions ou des groupes majoritaires qui décident, parce qu'à chaque fois qu'on les attend, ben, c'est toujours eux qui vont finir par dire, ben, c'est ça, on avait raison, puis c'est nous, puis souvent quand ces gens-là t'acceptent, ces groupes-là ou ces institutions, c'est que tu finis toujours par négocier ou laisser une partie de toi-même, tu sais. C'est que tu finis par te shaper, ça vient affecter ta création, ton pouvoir créatif ou ton imaginaire, tu sais. Fait que vraiment, là, c'est difficile, mais moi, c'est un travail que j'essaie de faire, justement, cette notion de rejet, de le transformer en une reprise de pouvoir, en fait. Oui. Ouais. Comment ne pas laisser l'autre, ou comment ne pas se voir dans l'œil de l'autre. Oui. Écoute,
très puissant ce que tu dis. On va ouvrir les 19h06 à mon écran. On va ouvrir la période de questions. Donc, si vous avez une question, je vous invite à l'écrire dans l'onglet questions-réponses, non pas dans le chat. Donc, vous pouvez faire rentrer vos questions, puis entre-temps, on va continuer, on va poursuivre la discussion, mais les questions sont envoyées exactement comme c'est écrit à l'écran, les questions-réponses dans l'onglet questions-réponses. Donc, ici, Stéphanie nous parlait de l'idée de devoir se modeler pour rester dans une structure. Un point que je trouve intéressant, puis une question que je renverrai vers Diego et Daisy. Diego, parce que justement, tu étais en dehors des structures, maintenant tu es dans une grande structure. En tant que personne racisée qui a vécu la précarité avant, maintenant qui est celui qui distribue les fonds, dans un rôle divers. Tu as de l'argent. Non, mais exactement, tu distribues ça. Comment se fait ce passage-là et est-il possible de rester fidèle à ses idéaux ou comment est-ce qu'on fait lorsqu'on entre dans une grande structure pour mener le changement de l'intérieur? Oui, écoute, je pense qu'il faut être disponible. J'étais en train de produire mes projets, puis j'ai eu cette opportunité-là. J'ai vécu depuis longtemps les défis de percer, de passer de la précarité, de faire un projet de temps en temps, de financement pour le développement, mais rarement pour la production. Puis là, j'ai eu cette opportunité d'or et je suis un peu, grâce aussi au poste, à tous les échos de George Floyd, sans doute, même au Québec ou au Canada, c'est comme ça. Et moi, j'ai rentré sincèrement à dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a une petite place que je peux vraiment posséder dans cet univers-là? Puis c'est étonnant dans le sens qu'on vit dans une époque très intéressante. Et je suis moi-même étonné. Tout de suite, OK, on a les financements du fédéral. À ce moment-là, on avait 5 millions de dollars. Qu'est-ce qu'on fait? On donne à tout le monde. on va créer un programme plus souple, plus léger, permettre à plus de créateurs et de créatrices issus des communautés racisées de venir au moins une petite souple des ventes. Ça a été, en fait, on a donné quelques milliers de dollars à beaucoup de boîtes de production, puis ça fait un court terme, ça ne règle pas le problème, mais en parlant avec les gens, je faisais partie de la communauté, donc je connais les gens, beaucoup de gens dans la communauté, puis oui, ça donnait la possibilité de développer sans contrainte, sans pression, de passer par la COVID, évidemment, qui c'était vraiment un stress pour tout le monde. Et à partir de l'apprentissage qu'on a gagné de là et mettre en place des trucs de base, les données, on manque énormément de données. Et moi, je dis, OK, regarde, on ne connaît pas le problème. Comment on peut faire pour connaître les problèmes si on n'a pas de données? Donc, OK, qu'est-ce que ça prend? Je dis, OK, ça prend une étude, d'ailleurs, qui est sortie aujourd'hui avec Ipsos. Et puis, c'est oui. Je ne sais pas s'ils vont dire, ils auraient dit oui il y a 12 mois, s'ils vont dire oui l'année prochaine. Mais je suis là et chaque fois que je veux un espace où on peut proposer quelque chose, on pousse. Et c'est clair que bientôt, tu te rends compte que tu peux pas, c'est pas infini. Il a des contraintes, il a des limites, il a des angles morts dans le système, dans le sens qu'il y a des zones où, même si tu essayes à pousser, ça bouge très peu ou très lentement. Mais je pense que moi, je suis croyant depuis longtemps. C'est pour ça que j'étais toujours disponible pour les jurys. J'étais jury longtemps pour le Conseil des arts du Canada, Québec et la SODEC, parce que je dis, regarde, oui, même si c'est ton connaissement, je suis la personne racisée, 5 ou 10 ou 20, je vais être là. Et même si mon vote, c'est un seul vote, c'est pas grave. Il faut être là. Donc, je pense que
à la fois, j'encourage les gens parce que je dis, regarde, c'est facile de se plaindre, mais pas facile, mais c'est dommage et c'est une réalité, on se plaint énormément parce que c'est vrai, on a un problème. Mais je pense qu'il faut prendre les opportunités. Et puis, je pense qu'on vit actuellement dans une époque très intéressante avec un changement technologique, des financements, comment on finance, où sont les publics, comment rejoindre les publics. Donc, je pense qu'on a quand même comme un peu une marée haute des changements. Puis je pense qu'on est bien placé. Pour revenir un peu au côté positif de ça, je pense qu'on est bien placé. On a vécu, on a souffert, on a été précaire, mais je pense qu'à la fois, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Puis de plus en plus, toi, Yula, je t'ai rencontré aussi dans cet hasard, toi au Radio-Canada, moi au Fonds des médias. Puis on a tout de suite dit, regarde, puis on a parlé une fois en privé, dit, regarde, c'est difficile. Oui, moi aussi, c'est difficile, mais on est deux. Tu vois, c'est mieux qu'on est deux qu'être toute seule. Bon, si au Fonds des médias, on est deux personnes, c'est vraiment, Dieu merci, c'est énorme. Et au moins deux personnes qui ont la même perspective. En plus, tu vois, je viens tout juste avant de rentrer ici, j'étais avec ma collègue qui est une femme noire à Toronto, puis on se défule à la fin du jour, oh boy, tout ça qu'on a vécu, mais ça donne l'espoir aussi. Toi. Oui, c'est frustrant, on a beaucoup de barrières, mais on est 2, on est 3, on est 5, toi Daisy, Stéphanie, maintenant on est... Toi, un jour, on peut aller chercher, même si c'est pour se plaindre, ou pour critiquer, ou pour éventuellement pour proposer, regarde, je peux bouger cette pièce-là ici, quelqu'un peut faire d'autres, regarde, c'est ça qui se passe. Je pense qu'il faut la solidarité. C'est ça que je pense que ça ne va pas être une seule personne. Ça prend plusieurs personnes dans le système. La solidarité parmi les groupes racisés et même les communautés culturelles, même les personnes québécoises qui ne gagnent pas de tout ça. Je pense qu'ils ne sont pas les gagnants non plus d'avoir un système culturel stérile, contraintes homogènes, et évidemment les communautés autochtones qui sont un peu souvent un peu comme à côté dans la discussion. Je pense que ça prend ça, c'est vraiment peu à peu, on est de plus en plus de personnes dans le système, puis on doit se communiquer, puis être conscient, puis vraiment agir en équipe, en solidarité, comme je dis. On va revenir à ce point. Il y a une question qui a été posée en demandant si justement ces questions d'équité, de diversité, d'inclusion, de vos points de vue, diriez-vous que ces questions préoccupent plus les pouvoirs publics, les artistes ou les publics qui consomment? Et laquelle des trois sphères est la plus active pour mener le changement? Donc, Daisy, voudrais-tu répondre de ton point de vue? Bien, c'est sûr que je vais en profiter pour... tu sais, moi, j'accompagne des institutions, des organisations dans ces questions-là, puis je vois beaucoup de craintes, beaucoup de réactions. Tu sais, on le sait là, depuis les dernières années. Puis on parle de George Floyd, mais même depuis Slav, tu sais, ça a été quand même majeur là, ici au Québec. Les organisations marchent sur des œufs, puis ils sont craintifs. Et là, c'est comme si ils voient la fin d'une ère où ils ne peuvent plus juste faire du déni. Là, alors, ce qui arrive, c'est que tu as beaucoup d'organisations. Moi, ce que je constate, c'est beaucoup d'organisations et de pouvoirs publics qui veulent agir et puis qui sont pressés d'agir. Alors, ça, c'est quand même quelque chose de vraiment important parce que ça crée des belles opportunités. Il y a des Diego, il y a des Yula qui rentrent dans des organisations, puis c'est vraiment important. Mais est-ce qu'il y a des changements profonds qui se font? Ça, c'est une autre question. Puis ça, c'est un travail de longue haleine. Alors, oui, moi, je constate qu'il y a beaucoup de pouvoirs publics, ou en tout cas d'organisations publiques qui sont en réaction surtout, pas nécessairement en travail proactif. Moi, je suis approchée parfois par des organisations qui ont envie de faire un travail de fond authentique, qui prennent le temps de le faire, qui mettent les ressources pour le faire, mais ce n'est pas, disons, tellement étendu. Donc, oui, il y a beaucoup de réactions, mais est-ce qu'il y a vraiment un travail de fond qui se fait? Ça, c'est comme une autre question. Mais je pense qu'au niveau des pouvoirs publics puis des organisations culturelles, il y a toute une crainte aussi là, qu'on sent autour de... Tu sais, Diego le disait, tantôt, on parlait des publics, là, mais qui est le public? Ils en perdent tellement, tu sais, en ce moment, puis encore plus avec la pandémie, ils ont perdu... peu importe là, de quel secteur on parle, beaucoup d'achalandage et de fréquentation. Donc, toute cette question de renouvellement des publics, elle est centrale en milieu de la culture parce qu'on sait que qui consomme la culture qu'on connaît aujourd'hui, c'est des générations qui
n'ont pas été renouvelés dans les salles et parce qu'on n'a rien fait, en fait, pour les renouveler. Alors, la conjoncture de tout ça là, fait en sorte que, oui, il y a une réaction forte en ce moment des institutions publiques. Bien, moi, j'aurais une question à relancer parce que bon, on a parlé de, c'est pas seulement entrer dans une institution, on parle de racisme systémique, donc ce n'est pas un individu à retirer ou un individu à entrer, mais justement, depuis quelque temps, on sent aussi une récupération du discours de diversité, d'inclusion, un rebranding de plusieurs personnes, de groupes minoritaires ou majoritaires. Des mots de ma mère, c'est parfois des personnes qui ne se considéraient pas noires avant, puis tout d'un coup sont comme des experts sur la culture. Mais justement, qu'est-ce qui se passe et est-ce qu'il y a comment est-ce qu'on se situe? Parce que est-ce qu'il y a une dilution du discours parfois lorsqu'on rentre dans une institution pour être capable de la maintenir? Et c'est quoi exister en dehors? Stéphanie, ça fait plusieurs années que tu fais un travail de fond longtemps avant George Floyd. Et maintenant, quand on parlait plutôt d'être capable de nommer son projet, de le traduire dans les mots du bailleur de fonds pour entrer dans les structures, il faut aussi savoir les naviguer pour se présenter. Donc, toi, comment est-ce que tu vis cette période où on sent une effervescence d'opportunités pour certains, mais pas pour tous et toutes? Pour être honnête à 100% avec vous, je dirais que moi, je trouve ça extrêmement douloureux et difficile. Parce que, c'est pas juste moi. Je peux nommer tellement de jeunes femmes, que je pense à une fille comme une camarade comme Gabriela Quinte qui a ouvert la librairie. Mais moi, j'étais là quand c'était juste l'idée, puis d'essayer de voir de quelle façon qu'elle va le faire. J'ai retrouvé dernièrement les notes. C'est pour ceux qui ne connaissent pas Gabriela Quinte, elle a ouvert la librairie Racine qui met de l'avant les écrivains et écrivaines issus des communautés que l'on racise et les communautés, les différentes communautés autochtones. Et elle avait ouvert la librairie à Montréal-Nord. C'est un peu plus difficile. Maintenant, elle a pignon sur rue sur la Plaza Saint-Hubert. Mais moi, j'ai retrouvé les notes de quand on était en rencontre à Montréal-Nord, puis qu'elle parlait de ce projet-là, puis que, OK, on essayait de voir c'est quoi son idée, qu'est-ce qu'elle veut faire, puis c'est qui peut l'aider, puis tout ça. Donc, ça m'a rendu vraiment émotive de voir comment que c'est un projet qu'elle voulait faire, non pas juste pour elle, mais pour une communauté, pour être capable de créer quelque chose de plus grand, pour je dis legacy, là, pour un leg, pas juste pour elle, pas juste pour sa communauté, mais pour le Québec au complet. Puis je pense que les gens ne réalisent pas ça, que quand nous, on est dans les rues, par exemple, à manifester, à crier, à scander des slogans, c'est pas juste dans un désir de dire, ben moi, je veux que vous me preniez moi, tu sais. C'est dans un désir de dire que nous, on est ici, on fait partie de ce Québec, on est un nous. Et certains ont été ici par choix, d'autres par obligation. On va se dire qu'on essaie de bâtir quelque chose parce qu'on sait là, que nous aussi, éventuellement, on va vieillir, puis on veut créer des opportunités que nous, on n'a pas eues nécessairement. Puis je trouve ça difficile parce qu'il y a souvent une récupération de notre dialogue, de notre narration, puis ça, c'est extrêmement difficile. Puis oui, effectivement, il y a des personnes qui ont capitalisé là-dessus, qui ont eu des opportunités, puis tant et si longtemps qu'on ne sera pas capable de s'asseoir puis de se dire les choses vraies, puis de dire que ben, moi, avant George Floyd, je n'ai pas fait grand-chose. Mais c'est pas comme... il ne faut pas rester chez soi puis se culpabiliser puis essayer de trouver la fois où est-ce qu'on avait dit quelque chose en 2004, à un moment donné. C'est comme à chaque fois qu'on essaie d'avoir ces conversations-là, il y a des égos qui rentrent en jeu, il y a des gens qui se sentent vite attaqués, qui se sentent blessés. Mais en fait, c'est que ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est qu'on essaie de créer des fondations puis que oui, parfois, ça va créer des dialogues inconfortables, ça va créer des confrontations. Puis je trouve que souvent, ben, il y a comme un groupe de femmes noires, puis je considère que j'en fais partie, ben on va manger des coups. On va manger des coups parce qu'on va dire des choses, puis qu'après ça, on va se faire dire, ben comment ça que tu as dit ça ou comment ça que tu as fait ça, puis fait qu'il y a encore une fois cette espèce de rapport de pouvoir versus des personnes qui sont dans le système versus ceux qui ne sont pas, puis c'est qui encore qui va récupérer la parole, qui va en faire des choses, mais en même temps, je suis assez éveillée pour comprendre, pour ne pas dire woke, pour comprendre que
quand tu es dans un système puis que tu fais partie justement d'une dite minorité, tu as des défis. Puis je sais que ça ne doit pas être... C'est que je suis capable de me mettre de l'autre côté puis de dire, bien, les personnes là, qui sont dans des institutions, qui sont en minorité, je sais que ça ne doit pas être évident pour vous à tous les jours. Puis je sais que ça doit être comme un double struggle de dire, bien, vous êtes perçus comme des personnes privilégiées parce que vous avez été capable de rentrer dans la machine. Mais aussi, vous avez comme le défi, cette espèce de double défi de dire, bien, vous devez comme faire avancer les choses maintenant que vous êtes dedans. Fait que moi, si je suis capable de le voir, puis je suis consciente, puis j'ai de l'empathie, mais en même temps aussi, il faut être capable d'avoir des conversations, puis de se dire, bien, peut-être que moi, quand j'étais dans ces institutions-là, j'ai pris mon aise, j'ai fait mes trucs, j'ai travaillé, j'ai fait mon chemin, fait que je n'ai pas senti que comme il fallait que je brasse la machine plus que ça, parce que ça vient avec des responsabilités, ça vient avec des défis. Puis je suis consciente que c'est difficile, mais je trouve encore que parfois, il va y avoir des gens qui vont être peut-être... Moi, je sais, par exemple, que je n'ai pas accès à certains espaces, peut-être l'image, tu sais, il y en a des institutions qui ne veulent pas nécessairement des personnes qui sont militants, ils ne veulent pas nécessairement, là, ils veulent avoir un autre type de... C'est plate à dire, mais je vais le dire, ils veulent avoir un autre type de profil de personne, de la diversité. Ils veulent avoir quelqu'un qui va venir, qui ne va pas être comme trop rough, qui va dire des choses, mais OK, hey, on n'est pas prêt là. Là, on n'est pas prêt pour une Stéphanie qui militait dans les rues, qui, hey, on veut que ça brasse, puis on veut que ça bouge, tu sais. Fait que je sais que ça me fait des pas, je sais que ça m'en ouvre aussi, puis c'est correct. C'est pour ça que tantôt que je parlais de la notion du rejet, je dirais que c'est ça, parce que j'ai toujours été authentique et fidèle à moi-même. Le discours que j'ai aujourd'hui, bien, je l'ai depuis que je suis jeune, parce que moi, je suis née en Haïti, je suis une immigrante, je suis une fille d'immigrants, j'ai grandi à Montréal-Nord dans les HLM. J'ai passé ma vie dans les HLM à Montréal-Nord, tu sais, dans le trou, dans le fond, où est-ce que, si on parle en termes de « on ne te considère pas », là, bien, c'est de là que je viens. Quand que Daisy parlait de trajectoire, je trouve ça important parce que moi, être ici aujourd'hui, dire ces choses-là, prendre la parole dans l'espace public, c'est très difficile et je pense que parfois, les gens ne s'en rendent pas compte puis ils ne voient pas que ben, ça prend beaucoup de courage pour être capable de le faire et ce n'est pas juste une question de... C'est parce qu'on veut avoir de la place, on veut avoir du travail, mais oui, mais c'est aussi parce que nous, on essaie de bâtir quelque chose, parce qu'on le voit qu'il y a des enjeux systémiques puis qu'on a vécu des barrières. Fait qu'il y a toute une notion intergénérationnelle aussi, je dirais, là-dedans, à travers cette question de diversité. Mais il y a des gens de la diversité qui étaient là, qui ont fait des choses, mais que nous, on est comme, ben OK, ben nous, on veut faire ça maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Fait qu'il y a comme tout ce dialogue-là aussi, ces rapports de pouvoir qu'on fait que, ouais, c'est ça. C'est pas évident, mais des espaces comme ce que Amnesty a fait aujourd'hui, de nous permettre de dialoguer, d'avoir des personnes de différentes visions. Si on est capable d'avoir le dialogue, mais je pense qu'on s'en vient dans la bonne direction. Puis, il faut qu'on soit à l'aise dans l'inconfort, je dirais. Pour finir avec cette longue réponse. Je voudrais quand même répondre parce que c'est une question intéressante, celle qui était posée dans le chat. Parce que je le vois tous les jours. Toi, moi, sincèrement, il y a 12 mois, je ne disais pas, je travaillais dans l'espace DI. Maintenant, c'est un peu le mot-clé. EDI, DI, souvent. Je travaillais avec des réalisateurs, réalisatrices immigrantes, avec des gens marginalisés, avec des communautés. Je n'utilisais sincèrement pas l'été passé, avant de commencer, ou un peu avant. Enfin, oui, j'étais commencé à parler des BIPOC, même en anglais, un anglicisme qu'en français, on n'avait pas, mais pas plus. Donc, je pense que c'est récent, mais qu'est-ce qui est récent maintenant, encore là que je travaille du côté anglais et francophone ici au Québec, on a quand même un retard au Québec. Cette question-là, c'est clair que du côté anglais, ça emprunte beaucoup des États-Unis, que c'est un bien et un mal à la fois, parce qu'on emprunte un peu souvent un copier-coller direct, sans nuance. Mais au moins, il y a un éveillement assez clair, surtout les communautés afrodescendantes. Par exemple, je dis notamment en Ontario, Toronto, c'est vraiment, il y a des organismes qui sont là depuis longtemps. Et ici, ici, c'est clair que, et ça affecte, je pense, que pour revenir aux trois sphères,
au niveau politique, c'est clair que je ne cache pas, et le fonds des médias a fait ce qu'il a fait parce qu'il a un intérêt de parti politique au pouvoir de mener ça. Pourquoi? Bon, là, ça c'est notre discussion, mais on peut s'imaginer, il a un intérêt stratégique à le faire, et sincère et stratégique, pas grave, on est là, on est en train de le faire. Pareil, on voit maintenant depuis quelques mois, je pense, Daisy est sûrement témoin, il y a des postes qui s'ouvrent à chaque institution du pays, l'ONF, la Radio-Canada et Téléfilm. Par exemple, Téléfilm cherchait une vice-présidente de diversité, vice-présidente. Mais c'est ça, c'est un peu comme c'est un peu un truc dernière minute parce qu'on n'a pas mis les bases, les fondations de ça. On n'a pas permis à des gens de grandir, même dans les milieux de ce secteur-là, des DEI, des gens qui se sont entraînés, qui ont une des connaissances, qui ont vraiment eu des expériences de gestion, parce que c'est à la fin, c'est un enjeu de gestion. C'est pas arriver quelqu'un tout simplement de la rue à dire « Ah oui, je vais gérer un budget ou je vais gérer une équipe ». On n'a pas eu les chances avant. Et maintenant, on doit en accélérer, trouver ces moyens. Mais en même temps, des côtés francophones, au Québec, on est encore plus en retard parce que même notre propre gouvernement n'est pas explicite à admettre qu'il y a un problème de racisme systémique. Et ça touche à tout le monde, ça touche à différents organismes, je ne vais pas les nommer, mais on sait tous. Ça fait que oui, c'est important, mais c'est pas vraiment devant nos yeux comme il devrait. Donc voilà, c'est la réalité. À côté de ça, les artistes commencent à s'organiser. Je pense aussi qu'on est en retard vis-à-vis d'autres communautés. Moi-même, ça fait quelques mois, je commence activement à vraiment encourager toutes les gens qui sont autour de moi à s'organiser. On vit dans une vie associative ici. La façon de faire la pression sur ces organisants, c'est en association, en groupe. Puis c'est des choses qui commencent à développer. Pas pour dire qu'il n'y a pas des gens qui font ça depuis longtemps, mais c'est clair que c'est peu à peu, mais on est là. On est vraiment dans le moment où tout ça se réveille au Québec surtout. J'ai aussi peut-être... Vas-y, Yola. Non, j'allais nous amener vers la fin, mais en reconnaissant que ce sur quoi Stéphanie s'est prononcée, c'est important qu'on parlait de rapport de pouvoir. Il y en a entre groupes majoritaires et groupes minoritaires. Il y en a également au sein de groupes minoritaires et de groupes minoritaires. Donc, comment est-ce qu'on peut, Diego, tu faisais appel à une solidarité, comment est-ce qu'on peut se positionner, comment est-ce qu'on peut comprendre où on se situe dans l'échiquier pour être capable de créer ces alliances nécessaires-là. Le temps nous fait la guerre, donc j'allais demander, tout le monde fait tellement de riches interventions, mais j'allais peut-être demander un dernier propos pour ensuite nous amener vers la fin, mais vraiment un 30 secondes de ce que vous aimeriez que les gens approfondissent ou retiennent sur l'impact ou la présence du racisme systémique dans cette industrie des arts et de la culture des derniers mois, une trentaine de secondes. Peut-être Daisy, tu voulais parler. Oui, puis je vais essayer de conclure en même temps, mais je pense qu'il y a deux choses. C'est du côté, bon, tu sais, moi, je travaille beaucoup avec les institutions, fait que je reviens à ça. De ce côté-là, c'est clair que, tu sais, pour moi, il y a quand même, comment dire ça? Il y a toute cette idée que finalement, il y a des choses qui prennent du temps. Puis il faut aménager ce temps-là pour... oui, les questions sont importantes, mais il faut aménager le temps. Puis aujourd'hui, ne pas prendre le temps de bien faire les choses, c'est créer du désengagement. C'est créer, en fait, carrément la polarisation qu'on sent puis qu'on vit aujourd'hui. Je pense qu'elle est créée notamment par le fait qu'on aime catégoriser, on évacue la complexité. Puis quand le système culturel évacue cette complexité-là aussi, ne reconnaît pas comment il y a une richesse parfois. On est tous des identités avec des appartenances complexes. Puis le reconnaître à travers la création artistique, culturelle, c'est majeur, c'est important. Mais essayer de catégoriser puis d'évacuer ça, crée du désengagement parce qu'évidemment, on ne s'identifie pas, on ne se reconnaît pas, on n'a pas envie de s'impliquer. Donc, c'est clair qu'il y a une prise de conscience là qui est importante pour moi à prendre, mais il faut aussi savoir que c'est quelque chose qui prend du temps. Puis, à l'inverse, je crois qu'entre personnes, dans des positions, peu importe que ce soit
à l'extérieur des institutions, à l'intérieur. Moi, je suis quelque part à graviter entre tout, mais c'est important qu'on se parle, c'est important qu'on partage. On l'a dit tantôt, aujourd'hui, là, il y a des postes qui s'ouvrent partout. Et puis, moi, je me fais appeler. T'as-tu quelqu'un recommandé? Vite, l'appel ferme dans 2 jours, puis on cherche, on cherche. Il faut créer ce dialogue entre nous, pour moi, pour être capable de s'accompagner tous aussi dans ce qu'on fait, que ce soit à essayer de transformer la machine de l'intérieur ou à essayer de pousser de l'extérieur. Toutes ces actions-là sont complémentaires. Pour moi, il n'y en a pas une qui ne se vaut pas. Il faut vraiment les voir comme des complémentarités et il faut être capable de faire ces stratégies-là aussi ensemble et donc échanger. Puis quand on parlait, Stéphanie le nommait tantôt, le transfert de savoir, c'est majeur, c'est important. Puis moi, je sens, je suis contente de participer au panel aujourd'hui parce que j'ai des choses entre les mains, puis j'ai toujours essayé d'ouvrir des portes, mais à un moment donné, c'est aussi comment on remet entre les mains de ceux qui ont à poursuivre le chemin ces savoirs-là informels et formels. Alors, tout ça, ça peut se créer ça peut se faire dans des groupes et des communautés, puis ça, moi, je nous encourage à les créer. Donc, voilà. Merci. Je vois le temps. Marisa, est-ce qu'on permet... OK, parfait. Donc, merci. Est-ce que, Diego, tu voudrais dire quelques mots? On vise le 30 secondes. Oui. OK, c'est bon. Moi, ma découverte est depuis les 10 mois que je suis vraiment à 200% sur cette cause-là. Je l'étais avant, mais avant, j'étais un peu moitié artiste qui me battait pour créer mes projets et puis la moitié des autres. Et je pense que la découverte la plus importante, c'est la notion d'inclusion. C'est un mot qu'on utilise à la légère et je vous encourage de réfléchir parce que si on bien mener l'inclusion, ça touche à tout le monde. Ça touche les riches et les pauvres, les petits et les grands, les gens racisés, les gens non racisés. Je pense qu'on vise un monde plus inclusif où les différences de pensée, la différence des connaissances, la différence culturelle, la différence des capacités physiques et intellectuelles soient reconnues et soient acceptées et soient encouragées. Juste pour finir avec ça, on parlait jusqu'à date beaucoup sur la diversité, mais dans beaucoup d'articles juste sur ces jeux-là, un peu de la diversité, c'est oui, inviter des gens divers à la fête, mais inclusion, c'est vraiment les inviter, les faire danser, qu'ils dansent à leur manière, avec leur musique, et c'est ça qui est vraiment la transition importante, je pense que c'est important, qu'on doit regarder, puis comment créer des moyens pour ça, pour les encourager, puis savoir que ça touche à la fin même les structures de pouvoir, de domination qui sont là. À travers ces moyens-là, c'est pas normal qu'est-ce qu'on va faire, on va penser en premier lieu, mais ça aide à régler ces problèmes-là. Donc, je pense que c'est important de retenir et savoir que c'est pas facile. C'est un travail constant, de longue durée, et qui va requérir de notre effort de nous tous et toutes. Merci. Merci à toi. Stéphanie, qu'est-ce que tu aimerais dire? Merci, Yola. Mais rapidement, je dirais que, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment le dialogue, mais pas tant avec les institutions, mais d'abord et avant tout entre les groupes minoritaires, entre nous qui sommes organisés. C'est important qu'on puisse se parler entre nous, de créer un tissu social entre nous pour être capable d'avoir un rapport de justement au système, aux institutions. Parce que si, par exemple, vous êtes à l'intérieur, s'il arrive quelque chose, ce que je pense, c'est que quand vous êtes à l'intérieur, s'il arrive quelque chose dans l'immédiat, c'est de parler, d'être capable de nommer des choses, puis de se créer. On parle beaucoup d'alliés, mais moi, ce que je nous invite à faire, c'est d'aller au-delà de l'allié, c'est des camarades. Moi, c'est quelque chose que je parle tout le temps parce que dans la camaraderie, il y a une notion de complicité et au-delà de ça, il y a une notion d'amour. C'est que je ne suis pas juste un allié parce que l'allié, il est là, il choisit ses causes. Quand tu as un camarade, il y a une notion de complicité et d'amour. C'est que moi, je suis là pour toi à 100%. Il n'y a pas de condition. Fait que c'est de créer ce rapport de force et entre ceux qui sont à l'extérieur des systèmes et ceux qui sont à l'intérieur. Parce que c'est comme ça qu'on va être capable de se comprendre puis de créer ce pouvoir de force pour faire bouger le statu quo parce que c'est ce qu'on veut au final. Voilà. Wow! Merci à vous trois, Stéphanie, Diego, Daisy. Vous avez vraiment mis du vôtre dans cette conversation. Vous nous avez appelé à
penser ce qu'est le système, qui a les prises de décision, comment essayer de mener le changement, quels sont les défis, peut-être parfois les occasions à saisir, mais la complexité de la situation. Donc, oui, je vous remercie et je remercie Amnesty International de nous avoir invités à avoir ce dialogue public. Et puis, Marissa, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. Effectivement, c'était une conversation vraiment intéressante. Je trouve que vous nous avez vraiment ouvert le monde de la culture et des arts, particulièrement pour les gens qui ne s'y connaissent pas nécessairement. On peut comprendre mieux le mécanique et aussi y apporter un regard critique. Donc, c'était vraiment éclairant. Ça a mis de la lumière sur un enjeu qui est très d'actualité. Merci pour ça. J'ai beaucoup appris et j'espère que nos participants et participantes aussi. Donc voilà, merci énormément à Yula pour l'animation très dynamique et à notre panel Stéphanie, Daisy et Diego pour leur présence et le partage de leurs connaissances et leurs perspectives. Merci aussi à ma collègue Anna qui est là et qui nous aide avec tout ce qui est la logistique en lien avec cette soirée. Et merci bien sûr à vous d'avoir été là. Donc, je tenais à mentionner que cette conférence s'insère dans une série qui a été organisée dans le cadre de la campagne d'Amnesty International sur le racisme systémique. Donc, j'aimerais attirer votre attention à une action en ligne qui se trouve sur notre site Web. Dans le cadre de la campagne contre le racisme systémique qui est toujours en cours, nous avons développé un outil pour envoyer un message au Premier ministre Legault, le Premier ministre du Québec et aussi au ministre responsable de la lutte au racisme, Benoît Charette, avec les 7 députés qui forment le groupe d'action sur le racisme en copie. Le message demande au gouvernement de reconnaître enfin officiellement le racisme systémique et d'élaborer une politique et un plan d'action de lutte au racisme systémique en consultation avec les communautés autochtones, noires et racisées. Donc, ma collègue Anna va inscrire le lien de cette action dans le chat. Je vous invite, je vous encourage à l'utiliser pour passer à l'action et je vous invite également à consulter notre de campagne sur le racisme systémique pour voir les autres ressources et les autres liens et informations qui s'y trouvent. Et voilà, sur ça, un énorme merci encore une fois de la part d'Amnesty International à notre animatrice et à nos 3 panélistes pour leur partage et à vous tous et toutes d'avoir participé. Et sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci.